Direction la salle d'interview pour rejoindre Edwige, le docteur Vauduit et Madame Ducatet. Ludo n'est pas encore arrivé, mais il va arriver dans quelques secondes. C'est à vous. Merci Nicolas. Réagissez, voilà, 03 44 75 3000 pour justement poser vos questions. N'hésitez pas, puisque ici nous avons un bon plateau, c'est un bon sujet aussi. Docteur Vauduit, bonjour. Bonjour Edwige, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. C'est pas le printemps, il fait pas froid, mais... Oh, on est le 2 novembre quand même. Hein. Bonjour Nicolas. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient quand même à cœur, puisque on a démarré avec le docteur Vauduit. C'était l'obésité en généralité. Donc il y a eu le docteur Nicolas Ficheux qui est intervenu à cette antenne il y a un mois. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons Madame Hélène Ducatet, qui va d'ailleurs se présenter elle-même. Bonjour Madame Ducatel. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis donc diététicienne sur Noyon depuis bientôt 7 ans. Et voilà, donc je travaille avec des personnes qui ont besoin de conseils sur l'alimentation, principalement des personnes en situation d'obésité, mais également quand il y a des différents problèmes de santé ou même encore des problèmes de sous-poids. D'accord. Alors la première question, diététicienne, forcément veut tout dire et rien, mais veut tout dire quand même. Là, c'est principalement l'obésité, mais comme vous dites, d'autres patients, d'autres personnes peuvent venir vous voir parce que elles ont envie tout simplement de se rendre une bonne forme ou je sais pas moi, de perdre du poids. Oui, effectivement, en fait, c'est mon 80% de mon travail, ça va être pour une prise en charge de personnes en obésité ou surpoids, pas forcément obésité, mais également donc des personnes qui cherchent à prendre du poids. Et après, on va trouver différents problèmes, donc des pathologies dites nutritionnelles comme le diabète, le cholestérol, mais également encore d'autres pathologies qui peuvent toucher différents organes de l'organisme, comme des problèmes au niveau des reins, au niveau du foie ou du cœur. Alors, les personnes qui viennent chez vous, je suppose qu'elles sont envoyées par un médecin. Pas forcément. Il y a certains médecins qui vont effectivement m'adresser des patients et d'autres personnes qui viennent vraiment de leur plein gré suite à un constat de difficultés, que ce soit au niveau respiratoire, au niveau douleur également, et qui souhaitent entreprendre une prise en charge pour la priorité, donc une perte de poids. Alors, c'est vrai que ce soir, c'est l'alimentation et l'obésité. Donc, c'est le sujet un petit peu qui touche beaucoup de personnes. Je pense que là, c'est vrai que c'est très important de le souligner, et c'est aussi très important d'avoir des personnes comme vous qui justement leur vient en aide. Effectivement, au niveau des personnes qui viennent pour perdre du poids, il va y avoir des personnes qui finalement ont 2-3 kilos à perdre et qui sentent un malaise, et ces 2-3 kilos qui ne veulent pas partir, mais beaucoup de personnes ont au moins 15-20 kilos à perdre, mais certaines fois on peut même monter jusqu'à du 50-60 kilos. Eh oui. Alors, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui brûle tout le monde, puisque comme vous dites, 3-4 kilos, allez, c'est pas trop grave, mais il faut quand même les perdre. Et maintenant, 15-20 kilos, là, c'est différent. Comment traitez-vous vos patients ? Alors en premier, on effectue un bilan pour voir un petit peu les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, afin de mettre en place quelque chose qui va correspondre le mieux possible à chacun. Donc dans les habitudes de vie, ça va être aussi voir un petit peu le travail, l'organisation générale. Est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, et par la suite, donc on voit lors de ce bilan vraiment les habitudes de vie, le nombre les habitudes alimentaires, nombre de repas par jour, les horaires et un petit peu les aliments qui sont consommés, également les boissons. Et en fonction de ce que peut me dire la personne, on va mettre en place donc un équilibre alimentaire qui va aider donc à la perte de poids.
Le fait de manger à la cantine pose des problèmes ou non? Comment vous réglerez ça? C'est vrai que ça pose souvent un problème, malheureusement. Tout dépend quand même des cantines. Après, et même au niveau des cantines des restaurants d'entreprise, finalement, hein. C'est vrai que c'est pour les enfants, mais aussi au niveau des adultes, ça peut poser problème. C'est sûr qu'il faut tenir compte de ce qui peut être consommé à la cantine. Après, je peux pas forcément agir dessus, les personnes non plus. Ça dépend s'il y a plusieurs plats proposés ou pas. Mais donc, du coup, on va surtout jouer sur le reste en premier. Alors, c'est vrai, comme Dr Vauduit, vous parlez des cantines. Maintenant, je pense qu'ils s'adaptent un petit peu au régime ou à la personne qui mange à la cantine. Il suffit tout simplement de dire voilà, moi c'est spécial, et je pense que les personnes responsables de la cantine s'avèrent que peut s'adapter à l'alimentation du patient, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Malheureusement, pas forcément. C'est vrai que au niveau des enfants, c'est quand même assez rare qu'on puisse s'adapter comme il faut au niveau des cantines, puisque c'est vrai qu'on est en règle générale sur minimum 500 enfants au niveau cantine, voire même beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est difficile de s'adapter par rapport aux enfants. Par rapport aux adultes, ça arrive qu'en fonction des établissements, effectivement, ils prennent ça en compte. Je travaille avec un foyer, et c'est vrai que au niveau restauration du midi dans ce foyer, ils vont vraiment mettre en pratique et suivre les conseils donnés également pour le repas du midi. D'accord. Alors, comment ça se passe alors au niveau de l'enfant qui justement vous leur préconisez une alimentation équilibrée et justement le midi il mange à la cantine. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je reviens sur ce que vous avez pu dire au niveau alimentation équilibrée. Effectivement, pour les enfants et pour les adultes également, moi je pars sur l'idée de mettre en place une alimentation équilibrée et pas un régime hypocalorique, puisque c'est d'abord voir l'alimentation de base de la personne, et c'est vrai que malheureusement il y a peu de personnes qui vont avoir une alimentation équilibrée, donc déjà rien que de mettre en place une alimentation équilibrée va aider à la perte de poids. Après, en ce qui concerne la cantine, on va voir un petit peu quand même ce qui peut être proposé en règle générale au moment du repas de midi pour voir si l'enfant peut jouer dessus ou pas. Et sinon, on va d'abord privilégier les autres repas de la journée. Oui. Comment peut-on dire, on a le droit à combien de c'est des calories, non, c'est ça, ou combien de des calories, ça, c'est les parce que ça peut aller 200, 300, non, pas non. Oh non, on est à plus que ça en calories. C'est vrai que en fait, il y a ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés. Donc c'est vraiment au final le nombre de calories qui va être recommandé par jour pour une personne. Et il va y avoir des valeurs différentes déjà chez les hommes et chez les femmes, donc également garçon-fille à l'enfance. Et après, ça se joue un petit peu par tranche d'âge. Et on est généralement très étonné des calories qu'on doit consommer à l'âge adulte, puisque c'est que pour une femme, on va être en fonction de l'âge entre 1900 et 2200 calories. Et au niveau des hommes, on va tourner entre 2300 et 2600 calories. Donc en sachant que là, c'est en se basant sur un adulte sain, donc qui ne présente pas de problème de santé et qui a une activité physique modérée. Après, au niveau des enfants, les calories sont effectuées en fonction de l'âge et sont croissantes jusqu'à la majorité. Et c'est vrai qu'un ado garçon de 17 ans va pouvoir manger jusqu'à 3500, 3800 même calories par jour. Donc c'est énorme. Alors, comment ça se passe? Parce que vous savez les calories. Par exemple, je dis la pomme, elle vaut 10 calories. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais comment, moi, je peux savoir qu'une pomme fait tant de calories et que du pain fait tant de calories, et que vous le savez, mais comment nous on peut le savoir? Alors moi, j'embête pas la personne justement par rapport à ça. Je préfère moi calculer finalement la ration dont la personne a besoin
en ration vraiment avec donc moi le fait que je sache le nombre de calories, établir vraiment la ration de la journée avec voilà vous devez manger telle catégorie d'aliments dans telle quantité à tel repas, mais je donne très rarement, sauf si vraiment la personne me le demande, le nombre de calories qu'elle aura à consommer par jour, dans le sens où la tête tient une part primordiale dans l'alimentation et dans le cadre d'une perte de poids. Et si par exemple je dis à la personne voilà vous devez manger 1800 calories, elle va regarder finalement toutes les étiquettes, toutes les choses comme ça pour être sûre de pas dépasser les 1800. D'accord. Sauf que 1800 ça sera la moyenne. Si un jour elle est à 1852 et le lendemain à 1739, c'est pas une catastrophe. Alors, je pense que c'est faire attention à sa santé, c'est pas perdre du poids, c'est équilibrer son alimentation. Comment vous organisez justement ça avec le patient? Alors je pense que c'est pas sur une semaine. Comment vous étalez un petit peu cette programmation, parce que c'est un programme que vous allez lui proposer. C'est ça, c'est un programme vraiment. Moi, je prends en compte le jour du premier rendez-vous, un petit peu donc la demande de la personne forcément, mais est-ce que si la personne a par exemple 30 kilos à perdre, dès le premier rendez-vous, je me dis bah voilà, elle doit perdre les 30 kilos, mais elle doit pas en reprendre derrière. Donc c'est vraiment la mise en place de bases alimentaires, bases qu'il faudra suivre tout le long de la perte de poids à 100%. Et par la suite, où on peut se permettre d'avoir des petites déviances et d'avoir un suivi quotidien à 80% au lieu des 100%, pour vraiment avoir quelque chose qu'on peut tenir dans la durée. Et dans cette idée-là, le premier rendez-vous, je mets cette ration en place et je demande aux personnes, voilà, dès le deuxième rendez-vous, vous me dites ce qui ne vous va pas. Comme ça, vraiment, en fonction de ce qui ne va pas, je remets les choses de telle sorte à ce que ça lui convienne parfaitement et qu'elle puisse tenir dans le temps avec cette alimentation-là. Alors, le patient a un suivi quand même toutes les semaines, ou comment ça se passe? Alors moi, je pars sur un suivi mensuel. Après, en fonction de la demande de la personne, déjà de la raison de la venue, si c'est effectivement pour une perte de poids, il y a des personnes qui ont besoin de plus de soutien. Et où là, généralement, vont demander, ou des fois c'est moi qui vais leur proposer de venir tous les 15 jours. Mais c'est vrai que la moyenne va être à une fois par mois, en sachant qu'à côté de ça, il y a aussi le coût financier qui va rentrer en ligne de compte, parce que si la personne a 10 kilos à perdre, voilà, ça peut durer un an et demi. Si elle en a 50, on part sur une durée un petit peu plus longue quand même. C'est ça. C'est ça que je voulais vous demander. Par exemple, quand vous prenez en charge une personne pour une perte de poids de 50 kilos et une personne pour une perte de poids de 10 kilos, c'est un abord différent. C'est un abord différent puisque forcément ça sera sur une durée bien plus longue, et donc du coup quand il y a justement 50 kilos à perdre, on peut se permettre, ça peut paraître bizarre, mais finalement de mettre un apport calorique un peu plus conséquent quand il y en a que 10, parce que le corps s'habitue petit à petit à l'alimentation et donc à la perte de poids, et la perte va ralentir progressivement. Donc il va falloir qu'on fasse des changements dans l'alimentation, et qui dit changement pour relancer la perte dit diminution des calories. Donc si on part déjà de bas, on va vite se retrouver avec des bâtons dans les roues et ne plus pouvoir diminuer les calories. Donc ça peut paraître étrange de dire voilà, avec quelqu'un qui a 50 kilos à perdre, je vais mettre plus de calories que quelqu'un qui en a 10. Alors c'est vrai que je vais rebondir sur Dr Vauduire. C'est vrai que 50 kilos, c'est quand même c'est pas n'importe quoi, c'est dur quand même à faire. Il y a quand même un suivi qui est derrière, et ces 50 kilos, on peut pas non plus les perdre en une année. Est-ce que vous vous donnez tant de kilos à perdre par mois, ou par je sais pas comment vous procédez justement? Ça dépend des personnes finalement. C'est vrai que je veux pas leur mettre de pression non plus, à leur dire voilà, vous avez 50 kilos à perdre, il faut qu'en 2 ans on les ait perdus, parce que sinon ça va être pire que mieux, et vraiment il va y avoir une pression que la personne va se mettre à vouloir vraiment réussir à perdre sur cette durée-là. Mais il y a d'autres personnes où au contraire je vais leur dire voilà, on part sur 2 ans, au bout de 2 ans
il faudrait qu'on les ait perdus, dans le sens où on est tous différents par rapport à ça. Il y en a où, au contraire, ça va vraiment bien les booster et pas du tout et ça sera une pression positive. Il y en a d'autres, on est sur une pression plutôt négative. Mais c'est vrai que au premier rendez-vous, en tout cas, c'est pas faisable de dire voilà, on en a pour autant de temps, puisque je ne sais pas comment le corps de la personne va réagir. Voilà, c'est ça. C'est selon la motivation de votre patient. Selon la motivation, selon vraiment est-ce que la personne a besoin d'un bâton sur lequel s'appuyer ou d'un bâton pour un peu la pousser, ça dépend aussi de ça, de son caractère finalement. Mais sans parler du psychologique, après il y a vraiment le physiologique et donc comment le corps va perdre. Il y a des personnes où le corps peut perdre 5 kilos en un mois et d'autres ça sera 2. C'est très différent. Mais ça vous le voyez tout de suite. C'est vrai que au bout d'un mois déjà on peut voir est-ce que ça risque d'être très très long ou est-ce que ça peut se faire vraiment sur un laps de temps un petit peu plus court? Alors c'est vrai qu'il y a quand même un énorme suivi. Je veux dire votre patient, parce que si là on va prendre le 50 kilos, c'est quand même dur physiquement, mentalement. Il y a peut-être des jours où il va craquer. Comment que ça se passe avec votre patient? Alors c'est vrai que vous dites c'est bien de prendre son temps. C'est bien ça. Je veux dire par là, comme ça vous vous adaptez à votre patient. Oui, tout à fait. C'est vrai que vraiment réussir à cerner la personnalité aussi et le caractère de la personne. Il y en a qui vont dire les choses clairement dès le premier rendez-vous. Voilà, moi, il faut me pousser aux fesses ou non, non, aidez-moi s'il vous plaît, sans me mettre la pression. C'est très variable d'une personne à une autre. Après, savoir le caractère de la personne dès le premier rendez-vous, c'est pas forcément évident. Et il y a des personnes qui ne savent pas elles-mêmes comment elles vont réagir psychologiquement. Donc après, voilà, moi je leur dis aussi, écoutez, on se voit une fois par mois, mais si vous avez besoin de plus, on peut se voir tous les 15 jours. Et si vous avez besoin d'encore plus, j'ai une adresse mail, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, soit avec des questions, soit avec vous me dites où vous en êtes, histoire de vous rebooster derrière entre 2 rendez-vous, quoi. C'est dès la première consultation que vous demandez le journal alimentaire des gens ou c'est seulement après? Le journal alimentaire, je le demande pour le premier rendez-vous. Donc en fait, vraiment qu'ils arrivent avec, qu'ils aient noté tout ce qu'ils vont manger pendant à peu près 15 jours pour réussir à me donner une idée un petit peu pour les aiguiller le mieux possible, savoir un petit peu les difficultés et les bonnes habitudes qui sont déjà en place. Oui, s'il y a un déséquilibre flagrant voilà, tout à fait. Dans les différents aliments. C'est ça. C'est vrai que votre but, c'est quand même de faire perdre du poids à la personne qui désire les perdre, parce que la personne elle a 50 kilos, mais il faut quand même faire attention à côté à la santé de cette personne-là. Je veux dire, votre corps il a besoin de telle ou de telle chose. Ça vous en tenez compte quand même aussi, hein, je pense. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le côté perte de poids, mais après il faut voir les autres problèmes que peut avoir la personne. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé, que ce soit une prise de sang pas forcément très jolie, une tension un petit peu élevée, des douleurs articulaires. Il faut tenir compte de ça aussi par rapport à ce qu'on va rechercher en perte de poids. Chose que je vais pas forcément leur dire pour justement, moi je me fixe un objectif ça serait bien qu'elles perdent 3 ou 4 kilos par mois pour soulager le plus possible, le plus rapidement possible le corps et améliorer la prise de sang assez rapidement. Ou alors, voilà, peut-être que 2 kilos ça suffira. C'est vrai que ça sera... Des fois, il y a des objectifs que je me fixe à moi que je vais pas donner aux patients pour éviter encore une fois, de leur mettre la pression. Alors, vous faites faire des prises de sang à vos patients?
Alors c'est vrai que je demande généralement à ce qu'ils ramènent la dernière prise de sang qu'ils peuvent avoir chez eux. Si elle est très ancienne, je leur demande de voir avec leur médecin de leur prescrire une prise de sang. Si jamais la personne n'en a pas, qu'elle n'a pas pu voir avec son médecin, s'il y a des antécédents dans la famille de problèmes au niveau diabète, cholestérol, je vais insister quand même un petit peu pour qu'ils aillent voir leur médecin pour pouvoir faire un contrôle à ce niveau-là. S'il n'y a aucun antécédent, c'est vrai qu'on peut attendre un petit peu de voir ce que ça donne aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut faire quand même la différence entre je veux perdre 50 kilos et la différence entre si je veux perdre 50 kilos, c'est parce que j'ai envie de les perdre, mais c'est parce que aussi à côté de ça, je veux les perdre doucement, tranquillement, et c'est parce que ça me gêne, parce que je peux pas marcher, ou parce que, comme vous dites, j'ai mal au dos, ou alors il y a autre chose. Donc ça, vous en tenez compte quand même. Oui, parce que vous êtes diététicienne, mais vous n'êtes pas docteur. Voilà, tout à fait. Je suis diététicienne, pas médecin, mais je dois tenir compte de tout ça pour pouvoir soulager au mieux la personne et améliorer le plus possible son état de santé général. Et du coup, dans cette idée-là, je travaille régulièrement en collaboration avec les médecins, que ce soit des médecins traitants ou des fois aussi des spécialistes avec lesquels on échange des courriers ou ce genre de choses pour aider au mieux la personne. D'accord. Alors, on va passer à un petit peu de musique. On va demander aux auditeurs s'ils ont des questions. Éventuellement, nous, on pourra y répondre, hein, bien sûr. Et ensuite, on parlera un petit peu de l'alimentation en elle-même, qu'est-ce que vous préparez justement pour vos patients pour l'alimentation pour un mois, ou comment vous faites. On parlera plus dans les détails là-dessus. D'accord. Vous me rappelez les numéros de téléphone, oui. Elitch ? Le 03 44 75 10 97. Appelez si vous voulez. Ah non, je me suis trompée. C'est 30 00. Ben voilà. 10,97, il est fermé à cette heure-ci, donc. Le 30, je vois Nicolas qui me fait la tête. Le 30 00. On va se retrouver tout de suite après, donc avec Mylène Farmer et C'est pas moi, mais juste avant, on va parler de notre marché de Noël. C'est le 10 décembre prochain. C'est du côté d'Aix-la-Chapelle et Montchou. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. On retrouve tout de suite Edwige avec le docteur Vauduit et Madame Ducathès dans le Club Info et Santé. Mais là, c'est vrai, 03 44 75 3000 pour poser vos questions. C'est un plateau avec l'alimentation et l'obésité avec Hélène Ducathès. Alors, Madame Ducathès, c'est vrai qu'on était en train de parler tout à l'heure on va pas dire régime, parce que vous êtes là pour équilibrer le patient. Là, on va parler de l'alimentation que vous donnez à vos patients lorsqu'il faut perdre du poids. Alors, que ce soit 5 kilos, que ce soit 50 kilos, c'est le même on peut pas dire régime, c'est la même alimentation. La base sera forcément la même, dans le sens où toutes les catégories d'aliments apportent des choses différentes, que ce soit sur un plan calorique ou sur un plan non calorique, c'est-à-dire vitamines, minéraux, fibres et eau. Et le corps a besoin de toutes ces choses. D'accord. Donc c'est vrai que la base va être la même. Après, ça sera à adapter vraiment la répartition en fonction des habitudes alimentaires de base, des envies également, des envies dans le sens où il y a des personnes qui à 10 heures vont avoir un petit creux et d'autres qui tiennent toute la matinée sans problème, et donc des personnes auront des collations, d'autres non. C'est la répartition qui va changer, mais la base reste la même, avec l'idée de on mange de tout. Tout va être derrière une question de quantité et de fréquence, mais qu'on ait donc 5 kilos ou 50, voire même plus des fois à perdre, toutes les catégories d'aliments doivent être présentes. D'accord. Alors, dites-nous à peu près quels sont les aliments que vous allez donner justement aux patients. Vous dites de tout?
Oui, alors c'est vrai que je vais donner aux patients une ration. À côté de ça, un choix des aliments, donc avec les aliments conseillés, les aliments déconseillés par catégorie. Donc si je prends par exemple les produits laitiers, au niveau conseillé, on va avoir forcément le lait, les yaourts, mais les yaourts au lait demi-écrémé. Parfois 0%, mais principalement demi-écrémé, les petits suisses, les fromages blancs par exemple. Et du côté déconseillé, on va retrouver tout ce qui va être crème dessert, entremets ou ce genre de choses. Et ça va être donc un tableau qui va regrouper ça vraiment toutes les catégories d'aliments, aliments conseillés, déconseillés par catégorie. À côté de ça, une liste de fruits et une liste de légumes également pour aider le patient dans les choix de menus. Mais toutes les catégories d'aliments, c'est-à-dire produits laitiers, viande, poisson, œufs, légumes et fruits, féculents, produits céréaliers, matières grasses, produits sucrés, elles seront toutes présentes. Après, ce sera un choix au sein de chaque catégorie, finalement. Oui. Alors, donc, je comprends bien que vous classez par catégorie et pas comme nous, médecins, souvent, par glucides, protéines, lipides, quoi. Voilà. Et là, effectivement, je pense que c'est plus adapté aux personnes. Et ces personnes-là comprennent tout de suite. Voilà, c'est que par les glucides, protéines. Ah oui, c'est vrai. En fait, moi, dans ma tête, il y a les deux aspects. Il y a le côté catégorie d'aliments et qu'est-ce que ça apporte, donc en protéines, en glucides, en lipides, et même tout ce qui est vitamines, minéraux. Mais ce que je vais présenter aux patients, ça va être vraiment les catégories d'aliments. Oui. Je vais leur expliquer quand même l'intérêt en leur expliquant si dedans on a des protéines, est-ce qu'on a des graisses, est-ce qu'on a des sucres, et si oui, pourquoi on en a, à quoi ça va leur servir. Parce que je me dis que je pense que même adultes, on est tous pareils, on a vraiment le côté enfantin de si on comprend pourquoi, on fait mieux les choses, finalement. Oui, c'est vrai. Oui, mais non, mais c'est vrai que vous avez raison. Donc c'est vrai que dans l'idée par exemple des féculents qui sont souvent donc tout ce qui est pommes de terre, pâtes, riz, légumes secs qui sont souvent bannis de beaucoup de régimes finalement, c'est un point sur lequel j'insiste vraiment pour leur faire comprendre les choses de voilà, vous avez besoin des féculents parce que dedans on va retrouver entre autres des sucres lents qui vont aider le corps à tenir. Donc c'est pas parce que effectivement ça peut entraîner du stockage qu'il faut les enlever. Au contraire, on doit vraiment en avoir pour que le corps tienne entre chaque repas. Mais bien sûr, ça va être une question de quantité. On peut pas se permettre de manger un paquet de pâtes par jour. D'accord. Alors, expliquez-moi un petit peu, par exemple, le matin, j'ai le droit à un petit déjeuner, café au lait, laitage, une tartine de pain ou des biscottes. Alors tout va dépendre du sexe et de l'âge pour savoir aussi un peu de l'âge aussi. Parce que c'est vrai que le corps au fur et à mesure de la vie ralentit son fonctionnement et donc du coup les besoins vont diminuer petit à petit. D'accord. On entend souvent que avec l'âge je prends du poids. C'est pas forcément oui, il y a l'âge qui rentre en ligne de compte, mais c'est surtout que nos habitudes alimentaires ne changent pas, alors que le corps réclame moins, a besoin de moins. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver à prendre du poids en avançant dans l'âge, mais uniquement parce qu'on change pas nos habitudes, alors que notre corps a besoin de moins. Un petit déjeuner purement théorique, finalement recommandé, on va être sur une boisson, donc ça peut être du café, du thé, ou alors le chocolat au lait. Donc là, ça sera une double voire triple catégorie d'aliments finalement, puisqu'on a le côté boisson avec le lait, mais le lait est aussi un produit laitier et le chocolat va être un produit sucré. C'est vrai que ce qui est recommandé, ce qui est généralement obligatoire, mais tout va dépendre de l'âge, ça va être le produit laitier, le produit céréalier, donc pain, biscotte par exemple, le fruit et donc la boisson, mais la boisson qui peut être soit le lait, soit le jus de fruits aussi. Et à ça, on ajoute donc, on peut ajouter produits sucrés ou matières grasses sur le pain et ou dans le lait. Alors, par exemple, le lait, ça dépend de la personne. Vous conseillez le lait complet, écrémé ou bien d'emblée le lait qu'il consomme habituellement. Alors,
Moi, je pars. Effectivement, ça dépend. Si par exemple la personne est habituée depuis son enfance à prendre du lait entier, on va rester sur du lait entier. Mais moi, d'office, je pars sur. Je préfère le lait demi-écrémé. S'il y a possibilité, si on est sur un lait entier ou un écrémé à la base dans la consommation, mais que voilà, ça me dérange pas, ça dérange pas la personne de le changer. Je vais préférer le demi-écrémé dans le sens où le lait entier est un petit peu trop gras. Mais dans la graisse du lait, on va trouver entre autres de la vitamine D. La vitamine D, c'est vrai que ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis, on serait à Marseille, je vous dirais pas la même chose, mais là, la vitamine D, voilà, dans notre coin, il faut en avoir puisque voilà, c'est le soleil qui va l'activer et on n'est pas féru de soleil ici quand même. Oui. Ah, c'est bien d'expliquer ça à vos patients. Oui, c'est vrai que ça les aide un petit peu à plus comprendre pourquoi. à comprendre un petit peu à se dire je suis pas obligé de boire du lait écrémé. C'est sûr, il est moins gras, mais on perd la vitamine D du coup. D'accord. Donc c'est vrai que par exemple, le bilan dure 1h15 et les suivis durent 3/4 d'heure. Je précise ça dans le sens où je pars pas sur un rendez-vous de 15 minutes, puisque si on comprend les choses, on les met plus facilement en place. Donc du coup, j'essaye d'expliquer avec des mots simples et des exemples assez concrets pour vraiment stimuler la personne finalement. Je reviens sur le petit déjeuner. Le matin, les gens qui veulent maigrir, perdre du poids, peuvent prendre un fruit. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que par jour, ce qui est recommandé, donc on entend 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est au final 5 portions de fruits et légumes. C'est ça. Voilà, 5 portions. Donc c'est en fruits, par exemple, un verre de jus est une portion. Qu'on prenne un jus d'orange ou un jus multivitaminé, on sera sur un fruit. C'est pas parce qu'il y a 11 fruits dans un multivitaminé qu'on aura pris 11 fruits avec un verre. J'entends souvent la remarque, donc c'est pour ça que je précise. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça se compte en portions, finalement. Et ce qui est l'idéal au niveau répartition, c'est 3 portions de légumes pour 2 portions de fruits. 3 portions de légumes pour 2 portions de fruits. Voilà, donc c'est vrai que au petit déjeuner, c'est intéressant d'avoir sa première portion de fruits, dans le sens où on est sur un aliment très riche en vitamine C. Et ce que je dis à mes patients, je dis voilà, au moins, on sort de la période de jeûne nocturne, donc nuit pendant laquelle on n'a pas mangé. Et c'est vrai qu'il faut relancer le corps. Donc d'avoir un aliment très riche en vitamine C va vraiment booster et donner la pêche pour la matinée finalement, relancer le corps. Alors, là, c'est le petit déjeuner du matin. Le déjeuner, le midi. Est-ce qu'entre deux, vous conseillez aux gens de prendre quelque chose ou non? Ou toujours, ça dépend? Voilà, ça dépend toujours. Parce que c'est vrai que si la personne prend son petit déjeuner à 8h ou à 9h, elle peut normalement tout à fait tenir jusqu'à midi. Sauf si elle a beaucoup de mal à faire passer quelque chose au réveil et qu'on arrive finalement à faire passer une biscotte et un verre de lait, ça ne sera pas suffisant pour tenir jusqu'à midi, donc là on rajoutera quelque chose. Si la personne a son petit déjeuner à 6h, d'office, je lui propose une collation dans la matinée, vraiment pour couper la matinée et être sûr que le corps fonctionne jusqu'à midi. Et après, c'est que le repas de midi... la collation, par exemple, la personne 6h du matin, et il va manger à midi et demi, la collation entre deux, et qu'est-ce que vous conseillez pour la collation pour cette personne-là? Disons un homme qui veut perdre 20 kilos. Alors, c'est vrai que une collation, il faut qu'il y ait un sucre lent dedans. Je mets toujours un petit peu de sucre lent pour réussir vraiment à faire tenir le corps jusqu'au repas d'après. Donc en fait, les quantités dépendront des quantités consommées au petit déjeuner à 6h30. Mais c'est vrai qu'on aura toujours cette base de sucre lent. Donc il y aura 20 à 40 grammes de pain, ou ce qui fait à peu près 2 tranches de pain en moyenne. Pain, oui. Donc aussi c'est également équivalent à 1 ou 2 biscottes. Et si on met d'office cette collation en place, c'est vrai qu'au petit déjeuner, je partirai pas sur l'idée d'avoir les 3 catégories, d'avoir produits céréaliers, produits laitiers et fruits. Je partirai plus sur le sucre lent, donc avec le produit céréalier, le fruit ou
le produit laitier, et celui des deux qui n'aura pas été au petit déjeuner viendra à la collation. Donc c'est vrai que si on préfère le jus de fruits pour justement bien lancer le corps au petit déjeuner, on mettra un yaourt par exemple en plus de la tartine en collation. Et on a le droit de mettre quelque chose sur la tartine, bien sûr. Du chocolat, de la confiture. Voilà, par exemple, ça passe. Du Nutella Aussi, ça peut aussi passer. Ah oui, C'est vrai que pour moi, il y a finalement rien. Si on prend uniquement le côté calorique, il y a rien d'interdit. C'est vraiment question de quantité. Si on a finalement sur la journée l'équivalent en moyenne de, allez, on va dire 4 cuillères à soupe rases de produits sucrés, quel qu'il soit, ça va passer sans problème. C'est un aliment là qui est vraiment facultatif pour le corps, dans le sens où le corps justement lui s'en fiche totalement, il n'en a pas besoin. Mais par contre la tête et la bouche aiment bien. Donc du coup j'en laisse toujours, sauf si la personne n'en mange jamais. Oui. Mais sinon il y en a toujours un petit peu. Et à côté de ça on a les matières grasses, et là par contre là le corps en a besoin. Vraiment, il y a les graisses qui sont contenues dedans, il y a aussi des minéraux contenus dedans dont le corps a besoin. Donc, autant les produits sucrés, je leur dis voilà, c'est là si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, prenez-les, ça ne fera pas de mal si c'est dans ces quantités-là, c'est prévu dans votre ration. Mais par contre, les matières grasses, elles sont là et prenez-les forcément. Alors, dans les matières grasses, par exemple, les cuissons, elles sont faites comment ? Alors au niveau des matières grasses, celles dont le corps a besoin, ça va être vraiment matières grasses liquides style huile, et matières grasses solides style beurre ou margarine. Et l'une ou l'autre sera privilégiée en fonction du goût de la personne déjà à la base, mais également des problèmes de santé. Quelqu'un qui présente des problèmes cardiovasculaires, le beurre on le mettra de côté. On partira vraiment sur la margarine qui finalement... contrairement à ce qu'on pourrait croire, apporte autant de calories que le beurre, mais des calories différentes. Le beurre, on sera sur matière grasse animale, la margarine, matière grasse végétale. Au niveau cuisson, l'huile, pas de problème, quelle qu'elle soit. La margarine, mais pas le beurre. Le beurre va servir uniquement à tartiner ou alors on le fait fondre dans les pâtes ou dans quelque chose, parce que finalement dans le beurre, il y a des matières grasses qu'on appelle acides gras trans qui, à partir d'une certaine température, vont devenir cancérigènes. Donc du coup, on ne cuit pas au beurre, on cuit à la margarine ou à l'huile. Le beurre sert à tartiner. À tartiner. Voilà. D'accord. Donc le midi, alors le déjeuner, c'est j'ai pas entendu, vous l'aviez dit ou quoi, non, on arrive au déjeuner. Non, on arrive au déjeuner. On était à la collation. Donc en fait le repas du midi, ça va être celui où toutes les catégories d'aliments sont présentes. Parce qu'on va avoir vraiment la catégorie fruits et légumes avec des légumes forcément. On va avoir la catégorie produits céréaliers avec des féculents et pourquoi pas en plus, d'ailleurs je le mets très souvent, du pain. On va avoir la catégorie viande, poisson, œuf. Catégorie produits laitiers, soit avec fromage, soit avec yaourt. On peut mettre le fruit également. On est toujours dans la catégorie fruits et légumes, mais le deuxième fruit peut venir, pourquoi pas, le midi. Généralement, j'ai tendance à plus facilement le laisser pour l'après-midi quand même. Et après, matière grasse pour les cuissons. Et si jamais on a pris un yaourt et pas du fromage, ou même des fois on peut prendre les deux, c'est pas catastrophique. Si on est dans un yaourt nature, on peut très bien mettre une petite cuillère de sucre. D'accord. Pourquoi pas. Oui, on a fait le tour des catégories. Des boissons, de l'eau. De l'eau. Toujours de l'eau. Toujours de l'eau. Alors, en sachant qu'au niveau de l'eau, donc, l'idéal, c'est de consommer entre les repas. Voilà, c'est donc le 1,5 litre dont on entend beaucoup parler. Oui. Il est recommandé, effectivement, pour tout le monde. Mais l'idéal, pour éviter que la digestion soit trop difficile, finalement, et aussi pour éviter que l'eau prenne la place des calories dans l'estomac, c'est vraiment d'avoir 30 à 45 minutes entre une consommation d'eau et le repas. D'accord. On peut, pourquoi pas, boire un petit verre à la fin du repas, une fois que vraiment tout est fini, parce que forcément, comme tout est passé, l'eau ne prendra plus la place des calories.
Elle sera vraiment là en plus des calories. Et la digestion aura déjà commencé. Les enzymes, finalement, les molécules qui sont fabriquées dans l'estomac pour aider à la digestion ont déjà commencé leur travail. Et c'est pas, elles seront donc du coup pas diluées dans l'eau. Donc il y aura l'efficacité quand même totale au niveau de la digestion. Vous avez parlé du verre à la fin du repas. Est-ce que vous conseillez le vin? Alors dans la seule boisson indispensable, on est sur l'eau. Le vin, ça va dépendre des habitudes de la personne. C'est vrai que moi, je vais pas le conseiller, je vais pas leur dire buvez du vin. Mais si la personne a l'habitude d'en boire, c'est vrai qu'on peut en maintenir. Tout dépendra aussi. Quelqu'un qui a l'habitude d'en consommer ou c'est quotidien, c'est vrai qu'au début ça sera laissé. Après, moi, ce que je leur dis, c'est voilà, c'est quand même un apport calorique. Il y a des choses intéressantes dans certains types de vins, mais c'est quand même un apport calorique pas forcément indispensable pour l'organisme. Donc si jamais il y a petit blocage dans la perte, voilà, on aura ça sous le coude sur lequel on peut jouer par la suite si besoin. D'accord. Donc là, on a bien mangé à midi. On va aller jusqu'à 19h. Non, hein, je pense qu'il y a une petite collation quand même entre les deux. Hein. Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a le côté où 19h, c'est un peu l'horaire traditionnel du dîner. Oui, c'est vrai. Mais c'est de moins en moins courant, finalement, le 19h. On est beaucoup plus facilement sur un 20h, voire même encore plus tard. D'accord. Il faut se dire qu'au niveau horaire, alors ça se passe pas d'une minute à l'autre, mais à partir de 21h à peu près, il faut se dire que le corps rentre un petit peu en mode veille. Donc du coup, il va travailler un petit peu au ralenti. Donc l'idéal, c'est d'avoir fini son repas du soir avant 21h. Mais c'est vrai que si on est sur l'horaire traditionnel des 19h, si le repas de midi était à midi, 7h, enfin 6h30 du coup, le temps de manger quand même le midi, c'est quand même long. Donc, chez les enfants, le goûter est obligatoire. C'est vraiment une obligation dans la ration de le mettre en place. Chez l'adulte, c'est pas du tout une obligation, mais je le mets chez 90% de mes patients dans le sens où ça aide à tenir. Et du coup, ça aide aussi à lutter contre le grignotage, contre les petites envies. Mais comme ça, on est sûr que le corps va tenir jusqu'au bout. Donc, ce qui sera présent principalement en quantité au moment du goûter va dépendre des horaires des deux autres repas. Mais on va être un petit peu... Théoriquement, on est sur les mêmes constituants que le petit déjeuner. Pour un enfant, de toute façon, il me faut les 3 catégories. Le produit céréalier, le produit laitier, le fruit. Voilà. Pour un ado, on peut se permettre d'en avoir que 2 en ayant toujours la base du produit céréalier. Pour un adulte, la base du produit céréalier, donc du sucre lent, est toujours là. Et après, j'adapte en fonction des autres repas. Est-ce qu'on met le produit laitier? Est-ce qu'on met le fruit? Est-ce qu'on met les 2? Tout dépend vraiment de la personne. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez redire les aliments que vous qualifiez de sucre lent pour que nos auditeurs puissent remémorer et puis se souvenir? Alors au niveau, c'est très important. Vous en avez parlé beaucoup. Alors au niveau des sucres lents, pour ce qui est petit déjeuner, collation, que ce soit collation du matin ou collation de l'après-midi, on va être sur le pain, sur les biscottes. Ce qui va être en équivalence quasi parfaite avec le pain, puisque le meilleur sucre lent pour ces repas-là, c'est vraiment le pain. Après, c'est vrai qu'on a des équivalences quasi parfaites, comme les biscottes, mais également tout ce qui est pain suédois, et également les cracottes. Ça peut se mettre vraiment au goûter, au petit déjeuner et en collation sans problème. Après, les sucres lents du midi et donc du soir dont on va parler après aussi, on va être sur les féculents. Donc féculents, tout ce qui va être pâtes, pommes de terre, riz, semoule, légumes secs. Les pâtes, le quinoa. Aussi, on en trouve de plus en plus. Oui, c'est vrai, ça, oui. Il y a le boulgour aussi et tous les mélanges de céréales qu'on peut trouver maintenant. Ça sera nos féculents. Et à côté de ça, la plupart du temps, je rajoute aussi un autre sucre lent, donc le pain. Le midi et le soir également. Pain ou là, voilà, midi et soir. Et c'est vrai qu'actuellement, ce qui arrive un petit peu plus souvent le soir, maintenant, ça va être la biscotte en remplacement du pain. Pour mettre dans la soupe. Et le fromage, vous le placez quand? Alors le fromage,
Ce qui est le plus courant, c'est midi ou soir. Après, il y a des personnes qui aiment bien au petit déjeuner, mais c'est vrai que le plus courant, c'est midi ou soir. Moi, ça me dérange pas de mettre le fromage le soir. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, il me semblait que c'était pas très bon. Mais en fait, ce qui est gênant, ça va être quand on a beaucoup de protéines animales et de graisse animale le soir. Ce sont 2 molécules qui sont très longues à digérer. Donc, il faut pas en avoir trop. Donc, on peut se permettre de mettre du fromage le soir si on met peu de la catégorie viande, poisson, œuf qui apporte aussi ses protéines animales et ses graisses animales. Donc, c'est qu'en moyenne, je pars sur à peu près 100 grammes de viande, poisson, œuf le midi. 100 grammes. 100 grammes, ça fait un steak, quoi. D'accord. Un petit, un moyen. Moyen steak. Oui, voilà. un moyen. Parce que 100 grammes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est vrai qu'en fait, c'est une catégorie d'aliments qui coûte cher, mais où au final, on a tendance à avoir une surconsommation, que ce soit à l'âge adulte et même à l'enfance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont consommer ce qui est recommandé pour un adulte, et donc des adultes qui consomment plus que ce qu'il faudrait également. Et pour une femme, c'est que ce qui est recommandé, c'est 150 grammes par jour, finalement. D'accord. Pour un homme, on peut monter à 200 grammes. Et donc, on peut faire 100 à 150 le midi. Moi, je préfère faire 150 le midi pour l'homme. Et dans tous les cas, mettre 50 grammes le soir. Donc, 50 grammes le soir, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, plus partir sur des choses très simples, style œuf, style jambon, blanc de poulet, ce genre de choses. Un œuf ou... Un œuf. Un œuf pour 50 grammes de viande, oui, c'est ça. Et c'est vrai que d'avoir 50 grammes de viande le soir, ça va nous permettre d'avoir notre morceau de fromage le soir. Si on a 100 grammes le soir, le fromage devrait être forcément le midi. Et tout ça, c'est bien calculé, quand même. N'est-ce pas? Si j'ai bien entendu, vous classez la volaille dans ce qui est viande, en gros. C'est ça, oui, vraiment. Parce que vous avez dit œufs, viande et poissons et volaille. Volaille, ça va avec. Ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire non, je mange pas de viande le soir. Mais maintenant, j'ai pris le réflexe. Je leur demande jamais d'œufs, jamais de jambon. Ah si, je mange du jambon le soir. Le jambon, ça rentre dans la catégorie viande, poisson, œuf. Et donc oui, volaille. Après tout ce qui est abat, gibier, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Alors, le dîner du soir, bien sûr. Bien sûr. Là, oui, parce que alors on boit, si on a bien compris, 40 minutes avant, on peut boire. Quand on a l'alimentation équilibrée, on ne boit pas et on peut boire un verre d'eau avant ou après d'avoir terminé le repas. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps qui est recommandé justement pour prendre son repas? Oui, c'est 20 à 30 minutes minimum. D'accord. C'est très long finalement, 20 à 30 minutes. Oui, mais c'est bien. Mais c'est très bien. Ouais. En fait, c'est vrai que il faut que la digestion puisse se passer comme il faut. Se dire qu'elle commence dans la bouche. Qu'à partir du moment où on met les aliments dans la bouche, il y a vraiment un signal qui va être envoyé à l'estomac pour lui dire prépare-toi, ça va arriver. D'accord. Donc c'est vrai que si le temps dans la bouche est trop court, ce signal n'est pas forcément fait correctement. Donc il peut y avoir des petites douleurs à l'estomac parce qu'il n'était pas préparé à ce que ça arrive. Et après il y a aussi le côté où même si effectivement c'est le cerveau qui va dire à la main de remplir la fourchette et de la porter à la bouche, si on mange trop rapidement, l'estomac n'a pas le temps d'envoyer un signal au cerveau pour lui dire c'est bon, on est en train de manger, t'inquiète pas, ça se passe bien. Donc bien mâché. Bien mâché. Bien mastiqué. Bien mastiqué, tout à fait. Vraiment, en fait, il faut qu'au moment où on avale ce qu'on a mis dans la bouche, il faut qu'en volume, on avale moins que ce qui a pu être mis à la base. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la mastication, il y a des petits éléments qui vont passer petit à petit. Et donc, du coup, quand c'est vraiment mastiqué au bon rythme, finalement, au moment où on déglutit, on avale moins que ce qui avait été mis dans la bouche à la base. Et ça, vous savez que c'est très important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Voilà, qui mangent très très vite. Très très vite. En 5 minutes de temps, il y en a qui ont fini leur repas. Oui, tout à fait. Et qui ont fini vraiment en incluant le pain, le fromage et le dessert. Oui, c'est vrai. Fait. Donc ça, c'est bien de le dire. Ça. Voilà, et c'est vrai que vraiment là, du coup, ça va aussi jouer forcément sur la perte de poids, dans le sens où la digestion se passe mieux, donc l'assimilation, donc au final,
en gros le stockage et la libération des calories par la suite se passera mieux. Donc ça va aider dans un premier temps comme ça, mais ça aide aussi dans le sens où si on prend le temps de mâcher et donc le temps de manger, c'est vrai que l'estomac pourra envoyer ce signal au cerveau pour lui dire on est en train de manger, mais aussi pour lui dire c'est bon, je suis plein. Parce que si on mange trop vite, on peut manger beaucoup plus au final que ce qu'on est censé manger. Donc c'est vrai que ça aide doublement à la perte de poids, puisqu'il y a vraiment ce côté où quand on prend le temps, l'estomac peut dire c'est bon, on peut arrêter là. Beaucoup qui ne le savent pas ça. Non mais c'est vrai. Alors le soir, on a quand même droit à, comme vous dites, beaucoup de choses finalement plus que ce qu'on pourrait croire à la base, puisque autant je disais pour le goûter ça va être les mêmes bases que pour le petit déjeuner, autant pour le repas du soir c'est les mêmes bases que pour le repas du midi, donc les mêmes catégories d'aliments, des quantités légèrement inférieures, pas tant que ça, parce que c'est que si on prend une journée type au niveau répartition des calories, il doit y avoir à peu près 25% au petit déjeuner, 35% au repas du midi, 10% au goûter, et donc il nous reste quand même 30% pour le repas du soir. Donc finalement, il n'y a que 5% d'écart recommandé entre le repas du midi et le repas du soir. Ah oui. L'activité physique est bien moindre entre le repas du soir et le petit déjeuner qu'entre le repas du midi et le repas suivant. Et le corps, même si l'activité physique est moindre, le corps continue de fonctionner. D'accord. Forcément. Comme vous dites, c'est vrai de prendre son temps, c'est bien d'avoir le repas à partir de 19h ou 20h et de le terminer à 21h. C'est important ça. À 21h, il faut qu'on ait pratiquement terminé de manger. Dans l'idéal, il faut qu'à 21h, on ait fini le repas. Et pourquoi ? Parce que le corps va rentrer vraiment en mode veille, et donc du coup la digestion se fera de manière plus lente que s'il est fini vraiment avant les 21h. D'accord, donc c'est pas bon de manger la nuit. Non, parce que c'est vrai qu'en fait il peut y avoir un surstockage si on mange au-delà de 21h, puisqu'il rentre dans ce mode fonctionnement un petit peu ralenti, et donc la digestion pourrait ne pas se faire totalement, ou en tout cas un stockage trop important. Après c'est sûr que du coup c'est déconseillé de manger la nuit, mais tout va dépendre du travail aussi. Est-ce qu'on peut boire la nuit ? Si on se lève, on peut boire. Oui, ça y a pas de souci. Le seul risque c'est qu'on se réveille pour retourner aux toilettes. C'est le seul risque. Oui. Mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose de super de se lever la nuit pour aller uriner, dans le sens où le corps a vraiment un fonctionnement global, un rythme de fonctionnement, et le sommeil est vraiment primordial. Et c'est l'élément récupérateur finalement pour l'organisme. Et donc l'idéal, c'est qu'il soit fait d'une traite. Donc c'est que si on se lève, c'est pas catastrophique de boire, si on sait que notre corps va quand même tenir jusqu'au lendemain pour faire un passage aux toilettes. D'accord. Si on sait que ça risque d'être compliqué, il faut vraiment limiter la quantité consommée. Bon, alors ça c'est pareil, hein, c'est toujours une question de, on va dire, pas de temps, mais de pesage, hein, au final de connaître un peu les réactions de son corps. Vraiment, voilà, si je sais qu'au final j'ai tendance à aller uriner très rapidement après avoir bu, du coup si je me réveille une fois mais que j'ai vraiment soif, je bois 1 ou 2 gorgées mais pas plus. Bien connaître son corps. Alors, là aussi, a-t-on le droit à pouvoir avoir un peu plus de légumes verts à volonté ? J'ai entendu aussi certaines choses qui fait que légumes à volonté, on peut. Alors moi, c'est qu'à la base, je mets des quantités. J'ai beaucoup de collègues qui vont mettre légumes à volonté. Moi, ça me dérange pas du tout de le faire. Le seul point qui me gêne un peu, c'est que des fois notre volonté elle est inférieure à nos besoins. Donc, je préfère mettre une quantité qui sera au final une quantité minimale. D'accord. Vraiment où on est sur
en fonction, les femmes, on va être à peu près sur 200 grammes de légumes par repas, les hommes 250, mais ça c'est la quantité minimale. Si on veut prendre, peut-être pas le double non plus, mais si on veut se resservir, au contraire, de toute façon, si on a encore faim, c'est dans cette catégorie-là qu'il faut se resservir. D'accord. Oui, et il y a une différence entre salade, c'est-à-dire fraîche, et puis les légumes cuits ou non? C'est vrai que c'est important d'avoir des crudités, d'avoir des légumes cuits, puisqu'il y a tout ce qui est vitamines, minéraux, ça sera différent quand même dans le cru et dans le cuit. Après, au niveau de la salade, il y a un point sur lequel il faut se méfier, c'est vraiment que c'est un aliment très peu calorique. Mais par contre, la salade type laitue, batavia va avoir tendance à dilater l'estomac. Donc on peut en prendre très souvent, on peut en prendre midi et soir tous les jours si on veut, mais toujours dans des petits volumes. D'accord. Parce que c'est vrai que si on prend beaucoup en volume, on peut aller à l'encontre au final de ce qu'on souhaite, puisque là on risque de le dilater. Et l'exemple que je donne à mes patients pour leur faire comprendre que du coup on aime bien la salade mais pas trop en quantité, c'est le fait que ceux qu'on appelle les mangeurs professionnels, donc ceux qui doivent manger 30 hot dogs en 2 minutes, la veille de leur compétition, ils vont se gaver de salade verte pour vraiment réussir à détendre le plus possible l'estomac pour en laisser passer le plus possible le lendemain. Ah, ça c'est bon à savoir aussi, ça. On aura appris des choses ce soir, Nicolas. Alors, docteur Hélène Ducates, bien sûr, tout ça c'est beau, mais maintenant, comment vous faites à vos patients pour leur suggérer le menu de la semaine ou le menu d'un soir ou le menu pour un mois? Comment faites-vous ça? Parce que là, moi, j'ai le droit à tout ça, mais est-ce que c'est moi qui se débrouille toute seule ou est-ce que c'est vous qui me donnez mon menu de la semaine? Alors vraiment, il va y avoir effectivement, vous avez le droit à toutes ces catégories-là. Oui. Les quantités vont dépendre de chacun. Oui. À côté de ça, donc je donne cette feuille de choix des aliments déconseillés, aliments conseillés par catégorie, une liste de légumes, une liste de fruits. Je dis à la personne, vous essayez de jongler avec votre ration, de faire vos menus en fonction des autres feuilles données à côté. D'accord. Mais si jamais c'est compliqué, la fois d'après, on fait des menus ensemble. Parce que c'est vrai que d'office, je me dis c'est aussi un enseignement pour eux, et donc c'est pas comme des devoirs à l'école, mais pas loin, mine de rien, vraiment d'essayer de se débrouiller avec ça. Il faut calculer un petit peu. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'après, si par contre c'est trop difficile, là on fait des menus ensemble. Mais c'est vrai que d'office, je ne donne pas des menus aussi pour une autre raison, c'est que par exemple vous et moi on n'a certainement pas les mêmes goûts non plus. Il y a aussi ce côté-là. Donc c'est vrai qu'après, moi, dans les idées de menus que je peux donner, je pars beaucoup sur des choses que je peux faire chez moi, finalement. Des choses qu'on peut manger chez moi, parce que je pars aussi avec l'idée que moi, ce que je vais préparer à la maison, ce sont des repas équilibrés mais rapides. Et c'est vrai que c'est le souci, un gros souci actuel, c'est le temps. Le temps de préparation des repas. Voilà, le temps de préparation du repas, puisque la vie assez active et où donc du coup c'est compliqué. Donc ça va être des menus très très simples finalement. Alors, justement, vous dites que vous donnez un petit peu quelques petits exemples à vos patients. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez, une page afin que l'on puisse justement aller voir dessus et puis que vous puissiez donner votre menu de la semaine ou du mois ou donner quelques idées aussi? Non, j'ai pas ça pour l'instant. Non, j'ai pas ça pour l'instant. J'ai eu quelqu'un qui est venu me suggérer ça. Bon, la façon dont ça m'avait été présenté, j'avais pas trop aimé l'idée, dans le sens où je suis vraiment professionnelle de santé et pas commerçante finalement. Voilà, c'est ça, oui. Mais après c'est que la façon dont vous présentez les choses est complètement différente de ce qu'elle avait pu faire, et ça peut être intéressant. Oui, d'avoir ça. Tout à fait. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est uniquement, quand mes patients me demandent des idées,
je leur suggère en direct et je leur donne des papiers que j'ai pu préparer. Oui. Mais non, via Internet pour l'instant il n'y a pas. Ça, c'est bien aussi de préparer à l'avance justement des petits, on va dire des petits menus, hein, tout prêt, Oui. qui fait voilà la semaine du temps au temps. Vous pouvez faire ça. Alors, vous ne donnez pas non plus les recettes, ou si vous donnez les recettes ou Bah, ça dépend en fait, ça dépend des plats. C'est vrai que ça va être des idées recettes. Les recettes, je les donne plus quand c'est quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire, dès qu'il va y avoir de la sauce, ou quand on est sur par exemple un cake ou des choses comme ça, où vraiment là le sucre lent n'est pas présenté sous forme de pâte ou sous forme de pain, il est vraiment sous forme de farine, où donc là voilà, je donne les idées recettes avec un petit peu du coup voilà, si vous préparez de telle manière votre tarte, vous avez le droit de prendre un quart de tarte par exemple. Si vous préparez de telle manière, là on sera plus sur un tiers que sur un quart. Donc quand on est sur des mélanges d'ingrédients, là je vais donner les recettes vraiment pour que la personne puisse se repérer en quantité. Ah oui, et c'est intéressant quand même de pouvoir se repérer. Voilà. C'est ça, parce que comme vous dites, c'est pas la question de perdre du poids, c'est la question d'équilibrer son repas de la journée. Voilà. Et ça, c'est important pour vous, parce que c'est vrai que vous êtes quand même une professionnelle. Vous avez, c'est votre travail, et votre travail, eh bien, c'est justement de donner aux patients tout ce que vous enseignez, tout ce que vous savez. Et c'est très important, ça. Moi, c'est que je trouve que c'est vraiment primordial en fait d'expliquer les choses. Oui. Pour moi, c'est un peu, je le dis de temps en temps, c'est comme à l'école, c'est que si on comprend pourquoi on doit faire ça, qu'est-ce que ça fait sur le corps, on réalise un peu plus et donc on arrive plus facilement à mettre les choses en place. L'équilibre. Je reviens aux recettes. Là. Oui. On va parler un jour de la béchamel. Oui. Alors comment on fait? Alors en fait, en plus, c'est la béchamel. Pour moi, c'est un très bon exemple dans le sens où il y a la recette de base de la béchamel allégée. La béchamel traditionnelle, on est sur farine. Béchamel allégée, quand même. Voilà. Ah oui, oui. C'est qu'on a la béchamel traditionnelle où on est sur farine, beurre et lait. Oui. Et au niveau de la béchamel allégée, au final, on va enlever la matière grasse et on va alléger un petit peu le sucre lent. Donc, c'est-à-dire que on va se retrouver avec de la maïzena à la place de la farine. Oui. On enlève le beurre et on rajoute uniquement le lait. Ah oui, ça c'est bien ça. Et c'est vrai qu'en fait, ce mélange-là, moi, je l'aime beaucoup dans le sens où on va avoir des proportions bien particulières pour faire vraiment texture béchamel, donc où on est à peu près sur une cuillère à soupe rase de maïzena, une cuillère à soupe d'eau et 100 ml de lait par personne pour avoir la consistance béchamel. Après, on peut jouer sur les proportions, que ce soit en accentuant la consommation, la quantité de lait, en diminuant la quantité de maïzena ou inversement, pour jouer sur la texture, sur la consistance, dans le sens où, par exemple, on peut faire des sauces au fromage, donc qui vont être un peu plus fluides que la béchamel, en augmentant le lait dans cette proportion que j'ai pu donner juste avant, ou voire même encore, moi je me sers de cette base pour faire une sorte, parce qu'on n'est plus vraiment là-dessus, mais sur une sorte de carbonara. Finalement, d'avoir quelque chose d'un peu liquide mais qui est légèrement onctueux quand même, qui va permettre de faire une carbonara. Et après, ce mélange-là, on peut l'associer avec plein de choses. On joue sur les proportions pour jouer sur la texture, et on peut ajouter de la moutarde, on peut ajouter du fromage quel qu'il soit, on peut ajouter du ketchup, on peut mettre ce qu'on veut dedans en fonction de la texture et du goût qu'on souhaite. Est-ce que vos patients, justement, vous demandent des recettes un petit peu, d'améliorer un petit peu leur plat, et puis... Oui, ça dépend, pas tous, hein, mais généralement, c'est au bout de 3-4 rendez-vous, parce qu'ils se rendent compte qu'ils tournent un petit peu en rond, que tout ce qui est... cake, tarte, revient, etc. Oui. Ça, c'est plus là, et qu'ils aimeraient bien en retrouver, que ça permettrait vraiment de varier leur alimentation. Et oui, alors c'est bien, mais les poireaux ils commencent à être un petit peu fades, cuits à la vapeur comme ça. Voilà, donc là il y a des personnes qui, dès le premier rendez-vous, vont demander des idées. Il y a des personnes qui n'en demanderont jamais parce qu'ils ont une imagination débordante. J'ai des personnes, quand ils me notent leur journal alimentaire,
ça me donne bien envie aussi des fois. C'est vrai. Ah oui, j'ai des personnes vraiment où il y a une variété très très impressionnante et avec des idées de mélange aussi. De toute façon, pour différentes choses et entre autres les recettes comme ça, je m'inspire de certains de mes patients aussi parce que des fois, ils ont des idées super, quoi. Ils ont vraiment des super idées, donc ça permet d'aider aussi les autres patients. Et c'est pas parce que on est au régime où on a besoin de perdre du poids, où on doit équilibrer, qu'on doit on va pas dire mal manger, mais qu'on doit pas justement améliorer un petit peu cette alimentation. Au contraire, pour moi, c'est vrai que étant donné que l'idée c'est d'avoir une alimentation équilibrée finalement pour tout le temps, perdre les kilos au début, mais après maintenir pour pas reprendre, il faut maintenir le plaisir de manger. Si le plaisir de manger n'est plus là, on tient pas dans le temps, c'est pas possible. C'est vrai. Alors, vous dites perdre du poids et le garder, de ne pas faire cet effet yo-yo. C'est vrai que bien souvent, il y a des patients qui ont perdu et puis qu'ils ont repris 2 fois le double du poids. Que leur conseiller, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller justement pour ne pas revenir à cet effet yo-yo? Je conseille ce qui au final paraît bizarre, c'est-à-dire de ne pas être trop restrictif, de vraiment se baser sur ce qu'on a pu instaurer ensemble, sur le fait d'avoir toutes les catégories d'aliments, vraiment de se faire plaisir. Et dans l'idée de se faire plaisir aussi, de faire des excès. Même quand on a des kilos à perdre, il faut faire des excès pour aider la tête déjà pour tenir dans le temps et pour aider le corps dans le sens où si ces excès sont enlevés pendant la perte, au bout d'un moment ils reviennent forcément. Des choses toutes bêtes, les fêtes de fin d'année ça revient tous les ans par exemple. C'est vrai. Malheureusement, ça arrive. Voilà. Plus les anniversaires. Il y a ça, il y a les anniversaires, il y a Pâques, il y a plein d'événements qui reviennent toute l'année, où vraiment avec des repas conviviaux et où s'il y a un Noël où on ramène sa petite soupe, et que le Noël d'après on a perdu tous les kilos qu'on voulait perdre et que là on se dit allez, je me fais plaisir, foie gras et compagnie. On peut. Oui. Il faut le faire dès le premier Noël. Il faut pas attendre d'avoir perdu les kilos. C'est dès le premier Noël où il faut le faire. C'est sûr, en étant certainement en faisant plus attention que les années précédentes, puisqu'on veut perdre. Mais on mange du foie gras, on mange du confit d'oignon, etc. Ça va être là, on est plus sur le côté quantité. Parce que s'il y a un Noël où on fait que soupe, le Noël d'après, si on a tout perdu, on reprend tout. C'est triste, c'est triste de faire un Noël avec de la soupe. Voilà. Nicolas, il fait Et je pense que vous n'allez pas faire votre Noël avec de la soupe. Ça m'étonne. Non, je pense pas non plus. Je reviens aux recettes, là. Alors, si vous voulez la recette de la béchamel, téléphonez au 03 44 75 3000. Et Madame Ducatez va vous répondre. Oui, vous allez nous donner la recette de la béchamel. Oui. Voilà. Mais alors, c'est vrai que Docteur Vaudu, c'est vrai que c'est très important quand même parce que on équilibre notre menu, mais comme vous dites, c'est vrai que une petite le beurre que je n'ai pas mis à midi, je peux peut-être le rajouter le soir. On peut se concocter un petit peu son petit menu à soi à partir du moment où on a bien équilibrer sa journée? Alors en fait, moi ce que je mets vraiment la ration en place, mais ce sont des bases. Finalement. Donc il y a des bases qui doivent être inchangées, c'est-à-dire que les féculents, la répartition que je mets en place, on évite de la changer seule. Si elle ne convient pas, soit on passe un coup de fil, on m'envoie un mail ou ça peut attendre le rendez-vous d'après, mais on ne les change pas seul. La répartition de la catégorie viande non plus. Le fromage, généralement, je me débrouille pour que si jamais on l'a mis le midi, c'est pas grave. Si la personne a envie de le prendre le soir, elle pourra le faire quand même. Ça, je m'arrange dès le premier rendez-vous pour être sûr. Et justement, tout ce qui va être fromage, yaourt, fruits, ils vont avoir leur répartition de base avec l'idée de par exemple, j'ai le droit à 2 yaourts, 2 fruits par jour.
Elle m'a dit de rien manger entre les repas, même ça doit être pris au moment d'un repas. Mais là, ce midi, j'ai pas envie d'un yaourt, j'ai envie d'un fruit, bah, je l'inverse avec mon goûter, par exemple. Oui. Donc, il y a des aliments qui peuvent être, sur lesquels on peut jouer comme ça. Et après, en ce qui concerne matières grasses et produits sucrés, j'impose, entre guillemets, une quantité. Le fait que, bah, comme pas de grignotage, pas entre les repas, forcément. Mais par contre, la répartition, vous pouvez la faire comme vous voulez et elle peut varier du jour au lendemain. C'est-à-dire que par exemple, demain, vous avez envie de beurre sur votre pain au petit déjeuner, pas de souci. Mais vendredi, vous préféreriez de la confiture. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurai moins de produits sucrés sur le reste de la journée, mais j'aurai plus de matière grasse, finalement. Donc ça, c'est pas l'idéal puisque c'est deux catégories très très riches. Oui. Mais ce sont deux catégories plaisir. Plaisir Oui. aussi dans l'idée préparation culinaire. Donc du coup, voilà, il y a une quantité par jour, vous la répartissez comme vous voulez et elle peut être différente du jour au lendemain. Sinon, c'est pas drôle. Oui. Et ça se passe bien avec vos patients? À quel niveau? À tous les niveaux. Je veux dire par là, à partir du moment où je commence à venir vous voir pour mon premier rendez-vous, je reviens vous voir dans un mois. Je suis, on va dire, j'ai maigri de 5 kilos, 10 kilos ou même, ça m'étonne 50 kilos en un mois. Mais bon, je suis bien. C'est pas la question de maigrir, c'est la question d'être bien dans ma peau. C'est ça qui est important quand même. Voilà, c'est vraiment et donc du coup on revient à l'idée de tout à l'heure où il y a des personnes qui viennent pour 2 kilos. Parce que vraiment il y a un mal-être et ces personnes-là généralement me disent vous allez peut-être me trouver bête parce que mon entourage me trouve bête, mais voilà, j'ai 2 kilos en trop, j'ai besoin de les perdre. Et la sensation, la toute première raison d'une perte de poids, c'est la santé. Moi c'est ce que je dis aux gens, ma priorité c'est votre santé. Après dans l'idée de santé, il y a le côté santé psychologique et donc ce sentiment de bien-être. C'est ça qui est important. Et c'est que moi, avec la plupart de mes patients, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Parce que j'essaye aussi d'installer une relation de confiance finalement. Donc c'est que je suis quelqu'un d'assez simple, on va dire, et où ça me gêne pas de donner des exemples personnels. Que ce soit de moi ou de mon entourage aussi, pour aussi, que la personne en face se dise, oui, c'est une personne comme les autres finalement. Elle va pas me juger par rapport à ce que je peux lui dire ou autre, et c'est vrai que voilà, il y a une relation de confiance, et d'ailleurs mon collègue l'avait dit le mois dernier aussi sur le sport et sur l'alimentation, où vraiment il doit y avoir une bonne relation qui s'établit entre le patient et le professionnel pour que les résultats soient les meilleurs possibles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces magazines, allez, on va dire mai-juin, justement pour partir en vacances juillet-août, tous ces magazines qui fait que vous voulez maigrir, prenez, je sais pas moi, des pilules, ou vous avez une semaine de thé vert à faire. Est-ce que c'est bien justement pour, on va dire, pour la santé, tout ça? Parce que c'est quand même des produits qui sont vendus. Alors je pense qu'il y en a qui sont vendus en pharmacie, il y en a d'autres qui sont vendus. Vous pouvez acheter maintenant sur Internet. Il y a toutes ces petites choses-là qui fait que. C'est que déjà si on prend que les régimes qu'on trouve dans les magazines ou même sur Internet. On peut très bien perdre les 10 kilos dont on a besoin en 2 mois. Ça peut se faire pour rentrer dans son bikini, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, au niveau santé, tout de suite, ça sera moins bon. Dans le sens où ces régimes-là vont entraîner des manques, déjà. Et là, on va arriver... pas à coup sûr, mais quasiment, sur l'effet yo-yo, puisqu'on va être sur des régimes très stricts, donc qui vont effectivement au début faire perdre des kilos sans problème, oui et non d'ailleurs, mais derrière, dès qu'on arrête ce régime très strict, étant donné qu'on aura enlevé plein de choses, dès qu'on les remet, on reprend les kilos. Et au niveau santé, finalement, perdre 10 kilos en un mois, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Oui. Parce que notre corps a besoin quand même de
plein de choses. Il a besoin d'énormément de choses, que ce soit dans les calories ou dans ce qu'on appelle les nutriments non énergétiques, donc vitamines, minéraux, etc. Mais il y a aussi le côté où même si le corps n'aime pas le surpoids, il essaye de s'en accommoder. Finalement. Donc c'est vrai que tout ce qui va être colonne vertébrale, etc., même articulation, ils essayent de s'accommoder au mieux de l'excès de graisse qu'il va y avoir autour. Et donc une fonte très rapide à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut quand même, là où on va chercher à perdre du poids, par exemple des fois par rapport à des problèmes de dos ou autres, si on perd trop d'un coup, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut donc là, avoir les conseils médicaux et sportifs en parallèle. Perdre du poids pour des bonnes raisons, mais il faut le faire tranquillement, gentiment, à son rythme. Je pense que c'est très important. Voilà, on revient sur l'idée de connaître son corps, mais aussi de répondre à son corps. Oui, et puis se faire aider quand même. Et se faire aider. Oui, c'est très important aussi parce que c'est vrai, docteur Vauduit, 2 kilos, 20 kilos ou 50 kilos, on a besoin d'aide, on a besoin de gens comme vous, qui justement, vous êtes là pour nous donner un petit coup de pied dans le cul parce que c'est 2 kilos que vous allez perdre, ou alors c'est 50 kilos, mais au moins on n'est pas tout seul, on est aidé. Voilà, c'est très important. On est coaché, comme on dit maintenant. C'est ça, c'est vraiment aider, coacher, et aussi le côté de réaliser que non, ça se fera pas en 5 minutes. Il faut vraiment laisser le temps à son corps et réussir à bien intégrer que c'est un processus qui va se passer dans le long terme. Oui, parce que ces 50 kilos que la personne a pris, c'est pas en 1 mois ou en 3 mois non plus. Voilà. Aussi, c'est vrai. Oui, parce que 50 kilos en 1 mois, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est ce qu'on parlait, c'est vrai que la dernière fois, la personne, elle est très malheureuse, elle est pas bien dans sa peau, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens comme vous, justement, pour aider ces personnes-là. Et je suis amenée quand même avec pas mal de patients à leur conseiller un suivi psychologique. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que on parle de comportement alimentaire. C'est vraiment ce terme-là, comportement. Donc ça veut tout dire quand même, et c'est vrai que certaines fois il y a besoin d'un appui, parce que moi je les écoute beaucoup. Il y en a qui me prennent aussi un peu pour leur psy des fois, mais moi ça me dérange pas, dans le sens où vraiment plus je sais ce qui ne va pas, plus je peux les aider aussi quand même, sans remplacer le psy, mais de comprendre les choses, ça m'aide aussi à les aider à avancer. Mais il y a des fois où là il faut vraiment que j'envoie vers un collègue, où je peux pas, un psychologue, psychothérapeute pour aider. Mais c'est vrai que ces personnes-là ont besoin d'aide maintenant, à savoir vers qui je pense qu'il y a assez de spécialistes justement pour pouvoir aider ces personnes, parce que c'est aussi dans la tête, c'est aussi au moral, c'est aussi il y a tout qui prend, je veux dire par là. Si elles sont arrivées à justement avoir pris du poids, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai l'avantage d'être installée avec mon père qui est psychothérapeute. Et donc, du coup, ça aide beaucoup. Ah oui, ça vous complémente un petit peu. Ça complémente, ça me permet d'aider plus facilement les gens aussi, mais où vraiment de guider vers quelqu'un de spécialisé quand vraiment il y a besoin de pousser un petit peu, quoi. Parce que c'est vrai, c'est pas à prendre à la légère, ça. Ah, du tout. C'est très sérieux quand même. Ah, les problèmes de poids, c'est vraiment très très sérieux, que ce soit le facteur santé physique, mais santé psychologique. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, Hélène et Dr Vauduit, on va se faire une petite pause musicale. Nicolas, si vous m'avez calé des petites choses, c'est très bien. C'est calé de toute manière. C'est calé depuis un bon moment, je pense. Oui, effectivement. Je sais pas quelle heure il est. 19h28. Oh, ça va, alors. Et puis, on va terminer donc tranquillement cette émission. On va se retrouver dans quelques instants, juste après le tout nouveau Jennifer. Tout devient possible, suivi du tout nouveau Olivia Ruiz, Mon corps, mon amour. Mais juste avant, on va parler des activités du Club Info et Santé.
puisque oui. on va parler des marches nordiques. D'ailleurs, c'est en ce moment. Hein. Je crois que c'est 18h30. Ils sont en train de marcher là en ce moment. Ils marchent. Hein oui. Votre club, il marche. Oui, il marche là. Et puis bon, ça tombe mal. Je suis là. Et oui. Et ça c'est bête. Hein, oui, ça. ils sont en train de marcher là. Oui, ils sont en train de marcher. Même dans la nuit, ils ont des lampes. Oui, des lampes frontales. Ils ont des lampes frontales. Oui, d'accord. Ils font combien de kilomètres 5 kilomètres, 5-6 kilomètres. Et ça c'est bon, hein. Ça, c'est bon pour la santé. C'est très bien. C'est très bien pour perdre du poids. J'espère qu'ils ont des Wetman et puis qu'ils écoutent Radio Pizalette. ça serait super. C'est effectivement. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. On retrouve tout de suite Edwige. Mon corps, oui. Mon corps, bah oui, on parle de corps. Merci Nicolas. L'alimentation et l'obésité, bien sûr, c'est la dernière partie. On va se terminer avec quelque chose, c'est vrai qu'on a hors antenne et que je l'avais dans la tête et grâce au docteur Vauduit, il nous l'a rappelé un petit peu. Ben oui, moi je fais, on va dire, je fais mon petit équilibre alimentaire, mais qu'est-ce qu'elle devient, ma petite famille? Parce que j'ai une petite famille de 2 enfants et puis mon petit mari. Ce qui fait, c'est que est-ce que je peux adopter un petit peu votre alimentation, on va dire votre équilibre, tout ça, à ma petite famille? Comment je fais? Alors finalement, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez, puisque c'est vrai qu'on est vraiment sur alimentation équilibrée et pas sur un régime. Donc on a toutes les catégories d'aliments qui sont présentes. Les besoins au sein de la famille vont être différents sur les quantités, mais pas sur la qualité. Donc c'est vrai que on fait un repas, le même pour tout le monde. Il faut pas que ce soit une prise de tête de faire attention à ce qu'on mange pour réussir à perdre du poids. Donc il faut pas, si vous êtes 4 à la maison, il faut pas 2, 3 ou 4 repas différents. Mais il y en a qui le font malheureusement. C'est vrai que c'est le même repas pour tout le monde. S'il y en a qui n'aiment pas les légumes, bah c'est pas grave, ils ont la viande et les féculents à côté, donc c'est bon. S'il y en a qui aiment pas, par exemple vous faites du boulgour en féculents, ils n'aiment pas, bah c'est pas grave, vous avez fait un légume assez passe-partout, on va dire, à côté des haricots verts, donc du coup quasiment tout le monde en mangera. C'est vraiment le même menu pour tout le monde. Tout va être après derrière une question de quantité finalement. Oui. Mais ça va être ça peut être que sain pour tout le monde dans la famille, donc c'est le même repas pour tous. Ah, c'est bien. Alors là, vous m'enlevez une bonne épine du pied, hein, parce que c'est que du bonheur. Hein. Je vais pouvoir me mettre à la cuisine, hein, c'est vrai. Sauf que, bah oui, ma quantité, moi, elle sera un petit peu réduite par rapport à mes enfants et puis mon mari. Après, pas forcément réduite, ça dépend. Parce que j'ai des couples où finalement, par exemple, je reçois madame, finalement, avec la ration mise en place, elle mange plus que monsieur. Ça arrive. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées des quantités, mais c'est vrai que de bien répartir ses calories sur la journée, finalement, entraîne une quantité générale assez importante. La restriction se fait souvent sentir sur la viande, mais l'assiette globale généralement est pas forcément évidente à finir. Ça dépend de l'appétit de base aussi. D'accord. Alors en fin de compte, il faut une bonne machine à calculer dans la tête pour savoir calculer tout ça. Hein, c'est vrai. C'est vrai que le calcul de base, bon, c'est moi qui le fais. Après, c'est vraiment, on pèse au début pour visualiser les quantités dont on a besoin. Une fois qu'on a visualisé, on n'est plus obligé de peser. Ça va être dès qu'on rentre dans des plats un peu plus préparés, disons, même s'ils restent simples, mais dès qu'il y a un mélange d'ingrédients, donc les cakes, les tartes, où là, au début, c'est un petit calcul, mais où on trouve vite les repères quand même en se basant sur des équivalences entre féculents et pain, farine pour savoir, voilà, est-ce que je dois prendre un quart, un tiers de la tarte ou est-ce que je peux carrément me faire la moitié de la tarte. Bah voyons. Que pensez-vous
des plats tout, on va dire c'est tout préparé, des plats prêts, surgelés. tout préparé, surgelés, oui. Surgelés. Alors on en trouve de plus en plus qui vont être à peu près équilibrés. Il y a des grandes marques, enfin il y a une grande marque qui fait des régimes, qui fait aussi des plats comme ça. Le plat est équilibré, mais pas assez consistant finalement. C'est vrai que ce qui est le mieux, c'est vraiment de préparer maison. Ça veut pas dire passer 3 heures dans la cuisine de préparer maison, hein. Ça peut être des choses très simples, avec par exemple d'avoir des légumes surgelés. Nature, par contre, on peut les assaisonner derrière avec la quantité de matière grasse dont on a besoin et après herbes, épices, aromates autant qu'on le souhaite. Mais d'avoir vraiment cette base de surgelé nature ne posera aucun problème. Et c'est vrai que l'avantage du surgelé, c'est que même en cas de, il y a des personnes qui présentent beaucoup de pathologies différentes peuvent aussi consommer du surgelé. Alors que tout ce qui est en boîte va être un peu plus limité pour les pathologies, les maladies rénales et les maladies cardiaques quand même. Dans le surgelé, il y a toutes les vitamines, il y a tout dedans. Oui, il y a le maintien vitamines, minéraux qui est présent. Tout à fait. Alors, je pense que c'est une émission qui va se terminer. Docteur Hélène Ducatez, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire passer? Petit mot. Pour moi, ce qui est très important, c'est que il faut pouvoir maintenir le plaisir de manger, parce que c'est vraiment, c'est pas un régime, c'est un équilibre alimentaire qui est mis en place et qui va durer finalement à vie. Donc, il faut vraiment garder ce plaisir de manger, ne pas se frustrer, ne pas se restreindre plus qu'il ne faut. Et moi, je trouve qu'un des maîtres mots dans l'équilibre alimentaire, finalement, c'est régularité. Vraiment réussir à apporter de manière régulière au niveau des horaires, au niveau des catégories d'aliments, au niveau du nombre de repas et des quantités, d'avoir vraiment cette régularité qui va permettre au corps de trouver un rythme de fonctionnement correct. Et où donc, au début, cette régularité va permettre la perte de poids et par la suite va permettre vraiment de stabiliser son poids. C'est le mot de la fin? Oui, régularité. Régularité. Merci Hélène Ducatez, docteur Vauduit, le mot de la fin? Oui, je retiens régularité dans le régime. Mais j'enchaîne tout de suite quand même parce que pour certaines personnes, le régime seul ne suffit pas. Et on est amené à leur proposer la chirurgie. C'est le sujet de mois prochain, la chirurgie de l'obésité, avec le docteur Bousfia, qui est spécialiste de la chirurgie de l'obésité. Alors, rendez-vous. Alors là, c'est dans un mois, le 7-12. Le 7 décembre, toujours à 18h. Merci, docteur Vauduit. Merci, Hélène. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci Nicolas, bien sûr, pour votre patience, pour votre belle musique. Et puis Nicolas, eh bien, on se retrouve, je pense, très très bientôt. Très bientôt. Et puis on va parler des programmes de demain. Voyons. On va parler du programme notamment de Jérôme avec la grande matinée à partir de 9h. Et en plus, Jérôme, il a un événement exceptionnel. Si je vous, on va faire un petit jeu. Si je vous mets cette musique, à quoi ça vous fait penser? Ah, j'adore. C'est un slow. C'est une musique de film en fait. Oui, c'est la boum. Et qui chantait la chanson de la boum? Ça sera la question pour demain, gagner un CD? Non, c'est parce que en fait, donc l'artiste s'appelle Richard Sanderson et Jérôme reçoit demain par l'insert téléphonique Richard Sanderson sur les ondes de Radio Puisalène. C'est un événement à ne pas manquer. Demain dans la grande matinée avec Jérôme
Alors là, il faut brancher votre radio, vous mettre sur les 3 fréquences ou sur le streaming internet parce que là, c'est un événement à ne pas louper. Richard Sanderson sur l'antenne de Radio Puisalène demain dans la grande matinée avec Jérôme. D'accord. Donc c'est vraiment un grand événement à ne pas oublier. Et puis après les autres émissions jusqu'à la fin de la semaine, on pense à Martial vendredi, on pense à également Rudy samedi, la voyance qui revient avec Ethan Moore, et puis samedi soir. Oui, le c'est spectacle. Ce que j'allais vous dire. Samedi soir, on a un grand spectacle avec Laurette Goubel et les autres artistes. Laurette Goubel, Francis Froissart, Jamie Calbez. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès demain matin. Et puis mardi, on vous retrouve, je pense, pour les jardins de Puisalène. Oui, mardi prochain avec Pascal Loï. Oui. Voilà, on refera un petit peu le point sur le jardinage de la semaine. Et ben voilà, on a tout dit. Et puis n'oubliez pas que vous retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, où vous retrouvez également toutes les émissions à thème, les interviews, les événements. Vous retrouverez dans quelques jours le spectacle du Grand Boulevard des Talents samedi, le reportage dans les coulisses également. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Merci Nicolas, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci Nicolas. Au revoir Nicolas. On va se quitter avec les LJ, c'est leur tout nouveau titre, c'est le Summer 2016. Et puis juste avant, on va faire le point sur les petites annonces et les animations extérieures. Bonne soirée à tous sur Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes particulier.